Bonjour chers auditeurs, je suis Valérie Delande et je vous souhaite la bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Chaque mois, je vous présente un nouveau héros qui a capitalisé sur ses failles pour agir et concrétiser ses rêves d'humanité en osant montrer sa vulnérabilité. Je vais à la rencontre de ces entrepreneurs, leaders, artistes fêlés pour leur présenter un miroir, écouter leurs réactions et explorer leur histoire à l'aide de l'oracle du bonheur rentable. Cet échange donne lieu à 3 épisodes pour présenter leur capital identitaire, leur capital humanitaire et révéler leur comportement monétaire. Pour cette nouvelle série, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Élodie Pironnet. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors, tu as 32 ans, tu es médecin, coach, certifié en neurosciences motivationnelles, accompagnante en santé intégrative, fondatrice, présidente de l'ASBL Miasano et auteure. Tout à fait. Il y a tout ça. Ça commence bien. Alors, avant ça, tu es née à Verviers, petite ville de Belgique, dans une famille de classe modeste. À 3 ans, tes parents se séparent et cette rupture précoce forge déjà en toi une maturité inhabituelle. Une autonomie qui te façonne bien au-delà de ton âge. Tu apprends vite à te tenir debout toute seule. Ton père te transmet une conviction qui résonne encore aujourd'hui. Avant de changer le monde, change déjà ton quartier. J'adore cette phrase. Ces mots deviennent ta boussole. Dès 14 ans, tu t'investis dans l'associatif, camp de vacances pour enfants défavorisés, nettoyage des cours d'eau, événements sportifs, soutien aux sans-papiers. Tu ne te contentes pas de regarder le monde, tu y poses les mains. Ta mère, coach de vie, t'initie à l'accompagnement. Elle te montre qu'on peut aider les autres à devenir acteurs de leur vie. Cette graine germe en toi silencieusement. À l'adolescence, un rêve prend forme, devenir architecte. Pas pour dessiner des bâtiments, mais pour être une personne de confiance qui accompagne les gens à oser et à concrétiser leurs rêves. L'architecture est ta métaphore de l'accompagnement. Tout à fait. Juste là, j'ai pas fait d'erreur? Non, c'est très juste. C'est très juste. Merci Valérie. On continue ou tu veux dire quelque chose? Je t'en prie, vas-y. Alors, à 18 ans, tout bascule. En visitant l'école d'architecture, une évidence te frappe. Tu veux travailler avec la vie, pas avec des matériaux inertes. Quel plus beau monument qu'un corps qui se tient debout. Cette intuition fulgurante te propulse vers la médecine. Tu embrasses le défi avec enthousiasme, même si personne dans ta famille n'est universitaire. Tes années d'études sont riches, sport associatif, job, étudiant. Tu ne vis pas enfermé dans les livres. Tu respires, tu bouges, tu te construis. Tout à fait. À 25 ans, tu obtiens ton diplôme de médecin. Direction la médecine générale pour penser la santé dans sa globalité. Mais dès les premières semaines sur le terrain, une révélation te secoue. Après 7 ans derrière des bouquins, tu ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Normal, on n'apprend rien à l'école. La vraie vie commence là, dans la rencontre. Alors tu t'ouvres, formation en coaching, en neurosciences motivationnelles, naturopathie, thérapie de couple, biodécodage, énergétique. Tu explores, tu intègres, tu apprends à écouter autrement. Tu suis un séminaire qui invite à réaliser ses rêves et tu crées en 2019, avec ton petit frère, l'ASBL Health and Progress, juste avant la pandémie. Tout à fait, ça a commencé par là. Ça a commencé par là. C'était une belle chance, ça, finalement. Je pense que c'était le moment. Et donc, en pleine pandémie, tu exerces 1 an en maison médicale, puis 1 an en milieu hospitalier, urgence, gériatrie. L'intensité est totale. Ensuite, 6 mois en médecine générale, en cabinet conventionné. Tout semble tracé et pourtant, quelques mois avant ton diplôme de master de spécialisation, tu démissionnes. Exactement. Waouh! Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? À ce moment-là, je sens que Health and Progress prend de l'ampleur. Je sens que je me réalise dans l'accompagnement, dans la prévention et dans l'accompagnement des soignants dans cette association. Et sur le terrain de la médecine générale, sur le terrain de ce qu'on nous propose, je ne m'y retrouve plus.
Et ce qui a concouru, la maladie de mes grands-parents m'a vraiment invitée à faire des choix. Quelles sont mes valeurs les plus profondes? Est-ce que j'avais envie de donner tout mon temps à cette médecine-là qui ne me parlait pas? Ou est-ce que j'avais besoin de prendre soin de ma famille et de ce qui me tenait le plus à cœur? Et oui, parce qu'effectivement, tes grands-parents tombent malades, tu choisis donc évidemment de prendre soin d'eux et tu deviens aidante proche. Un nouveau métier, une nouvelle expérience qui t'enseigne une autre forme de présence, une autre médecine. Et puis, encore, hein, ça ne s'arrête pas là, encore une rupture radicale, encore une rupture radicale. Pendant 4 ans, tu sors totalement du système. Tu voyages plusieurs mois dans la jungle amazonienne, auprès de peuples premiers. Tu pars en sac à dos au Brésil, en vélo en Afrique. Tu vis dans des yourtes, des caravanes, des roulottes, un van. Pas de confort, pas de sécurité extérieure, juste toi, la simplicité, l'essentiel. Tu cultives ta sécurité intérieure, tu reconnectes aux sagesses ancestrales, tu redécouvres la sobriété heureuse, non comme une privation, mais comme une libération. Oui, j'ai eu la chance d'être attirée par là et d'être accompagnée à ce moment-là d'une personne incroyable qui m'a permis de vivre toute cette merveilleuse expérience et de découvrir cette sécurité intérieure dans le grand monde. D'accord, donc c'est quelqu'un qui t'a emmené vers tous ces voyages? Oui, c'est mon compagnon de l'époque qui m'a permis de vivre tout ça et je le remercie encore. Belle, 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 belle évolution en tout cas, déjà jusque-là. Et donc au retour, eh bien, Health and Progress devient Mia Sano, ton ASBL d'aujourd'hui, et elle grandit beaucoup. En 2024, tu reviens en Belgique, c'est l'ancrage. Tu te lances comme indépendante, tu reprends des gardes aux urgences, tu crées un centre de santé intégrative. Mia Sano devient international. En 2025, les carnets de santé intégrative voient le jour. Élodie, ton parcours est une spirale d'exploration, de renoncement, de métamorphose, de l'architecte à la médecin, de la blouse blanche à la yourte, du système à la marge, pour revenir au cœur du soin. Tu as exploré tes fêlures pour en faire des fenêtres de lumière, comme j'aime à le dire. Et comme tu le sais, ce chemin n'a pas de fin. Donc, moi, j'aimerais bien savoir quelles sont aujourd'hui les polarités de ta personnalité qui t'habitent encore, les territoires intérieurs qui te restent à explorer. Et je vais te proposer, puisque c'est ça le jeu du bonheur rentable, de puiser dans ces cartes pour aller un petit peu plus en profondeur. Mais je te laisse peut-être compléter d'abord ce que tu as envie de dire sur ce parcours. Merci Valérie, c'est très, très bien résumé. J'ai envie de dire que ce parcours a été très riche et très intense, qu'il a été parsemé de personnes incroyables qui m'ont permis de vivre toutes ces aventures et que je remercie énormément. Je crois que le réseau qu'on crée dans Mia Sano, le réseau duquel j'ai pu m'entourer, les gens qui nous ont accueillis aussi en Amazonie ont forgé toute cette histoire. Et donc oui, ce passage de Health and Progress à Mia Sano, c'est aussi de lâcher ce système justement du toujours plus, parce que cette énergie-là qu'on voulait initier au départ, de proposer quelque chose de novateur et de croissance, je l'ai voulu beaucoup plus dans la santé de soi et le soin à soi, avec un nom qui incarnait davantage d'énergie féminine et ce soin à soi et le fait de ralentir aussi pour pouvoir mieux accompagner les autres. Quelle est la langue qui est derrière Mia Sano? C'est de l'espéranto. Voilà, j'avais envie que ce soit le plus accessible et intégral possible. Bravo, magnifique. Donc aujourd'hui, tu es la présidente de Mia Sano. On en parlera la prochaine fois. Pour l'instant, on va continuer à s'intéresser à ton parcours, à tous ces rebonds. Et avec tout ce qui t'est arrivé, ce que tu as pris en main, bien sûr, dans ta vie, on peut dire que tu as pris l'habitude, c'est un apprentissage, à mon avis, de réagir, en fait, de voir les éléments de ta vie comme des opportunités d'aller plus loin ou de retourner vers soi. Mm-hmm. Oui, c'est chaque fois des expériences qui amènent à l'humilité, à la remise en question et à se dire finalement quelle est l'invitation de cette expérience de vie, à quoi est-ce que ça m'amène et comment est-ce que je peux mieux y réagir. Exactement. Eh bien alors on y va, on va un peu parti. plus loin.
Alors, je te propose le jeu du bonheur rentable et je t'invite à prendre 4 cartes. Une, Conscience, évidemment. 2, 3. Ensuite, les retourner 4. et de nous faire part de ce que tu vois déjà, puisqu'il y a évidemment des cartes et du visuel que les auditeurs ne voient pas. Donc tu vas pouvoir les commenter, les décrire et surtout nous dire comment elles se relient à toi aujourd'hui. Super. Alors, donc j'ai 4 cartes. Je vais commencer par la première, qui est la carte de l'adjectif positif. Cet adjectif-là, ce mot évidemment me parle beaucoup, puisque c'est une des valeurs principales que j'ai envie d'incarner, d'être le plus possible focalisé sur cette énergie-là, de pouvoir tout transformer, de pouvoir rendre le plus possible tout léger, joyeux et comme un jeu. Je pense que ça a été une de mes forces pendant les études aussi de médecine, c'est de se dire que en fait, on a d'avoir déjà une gratitude énorme, de se dire qu'on peut faire des études qui nous plaisent, d'avoir accès à ça, et de se dire que tout est jeu, en fait, qu'il n'y a rien de grave et que tout est opportunité. Donc, voir la vie avec ce côté positif, j'essaye de l'incarner au quotidien. Je crois que tu ne fais pas qu'essayer. Je crois que tu l'incarnes. Et ce que j'aime bien dans la carte, moi, c'est aussi que c'est un smiley qui est dans le dos. Ce qui veut dire que tu inspires les autres aussi avec ta positivité. Et quand on parvient à l'incarner, oui. et vraiment, il y a des moments de vie où on n'a juste pas les ressources pour être positif. Et c'est tout à fait OK aussi. Et c'est un apprentissage également de pouvoir avoir l'humilité d'aller accueillir ces ombres et d'aller leur donner toute la place pour toucher le fond. Embrasser ces obscurités et puis pouvoir mieux en ressortir par la suite en ayant compris beaucoup de soi. Parce que quand on fuit ses ombres et qu'on fuit sa noirceur et sa tristesse et sa rancœur et sa colère, en fait on passe à côté de soi aussi. Alors on passe à côté, puis en plus elle revient en fait. Exactement. Elle s'amuse à s'incruster. Quand on n'accepte pas quelque chose, évidemment c'est une espèce de rejet, mais qui fait boomerang. Ce qu'on retrouve aussi dans les relations, justement, que l'on attire, etc. Donc, et après évidemment la positivité c'est essentiel pour bâtir une nouvelle société comme tu le fais. Et bien sûr qu'on ne peut pas rester à 100% positive et c'est pour ça que j'utilisais le mot tout à l'heure de polarité, parce que tous ces éléments de la personnalité ont une ombre et une lumière, évidemment. Et c'est l'accueil des deux côtés qui nous permet de choisir, d'ailleurs, parce que c'est une responsabilité. Ouais. Et c'est vrai que avec Miasano, j'ai pu créer un réseau de personnes globalement très positives, en tout cas que j'invite à incarner cette valeur. Et donc c'est aussi magnifique d'avoir pu, en tout cas au cours de cette dernière année, de sentir que tout ce réseau est là aussi pour se soutenir mutuellement et de pouvoir se déposer aussi quand c'est moins facile. Donc j'inviterais chaque personne qui nous écoute à se créer un réseau de personnes positives, parce qu'on en a besoin quand on est dans notre propre tunnel. Exactement. Et puis ne pas avoir peur d'aller demander en fait de l'aide, parce qu'on n'est pas non plus vraiment éduqué à ça. On est plutôt enclin à se débrouiller seul, et c'est un des freins. Donc le collectif... Ah mais tu as raison. Elodie me montre la deuxième carte qu'elle va nous commenter. Qui est la carte de l'individualisme. Et donc c'est une très belle transition. Cette posture qui incarne vraiment un petit peu le modèle de la société qui vient d'advenir ici. On était quand même vraiment sur cette notion de grandir seul et de prouver et d'être capable. Et on est en train de changer ça progressivement. Les mentalités sont davantage dans la collectivité, dans le faire ensemble. Il y a un très, très chouette livre qui s'appelle
la théorie du tout qui explique un peu ces différents niveaux de conscience et d'expliquer que le niveau de conscience justement intégral et intégratif, c'est accueillir son envie d'être individualiste et de prouver qu'on est capable, tout en étant dans une société qui a un objectif global et une vision commune, et que chaque partie et chaque niveau de conscience est à intégrer pour pouvoir accueillir justement toutes ces parts. Donc je pense que être individualiste, c'est pouvoir rebondir à chaque moment et savoir qu'on peut compter sur soi. Mais si on ne peut pas non plus avoir confiance dans le groupe et dans les autres, on avance évidemment moins vite. On a ce slogan évidemment dans Miasano qu'on partage, qui tout seul on avance plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et l'individualiste, là, c'est une panthère qui brille avec la lune en arrière-plan. Donc, il y a aussi un peu une espèce de lien, moi je le fais en tout cas, avec un grand tout, quelque chose. On est individualiste et en même temps, on est relié. Donc, et ce que tu évoques dans l'individualisme, moi j'en parle beaucoup dans la spirale dynamique, c'est un modèle que tu dois connaître aussi, avec la partie systémique, puisqu'effectivement dans le systémique, on a bien un leader, on est bien dans la partie individuelle versus collectif en premier, et de l'autre côté, qui est l'harmonie ou l'holistique justement. Et dans le systémique, eh bien, il y a quelqu'un qui est quand même la source, on en parlera tout à l'heure, et qui par contre a appris aussi à ce niveau-là évidemment à coopérer et à pouvoir exercer une sorte de leadership collectif sans prendre la lumière des autres. Là, on voit que la lumière est derrière, elle est illuminée, cette panthère, mais elle n'en profite pas pour prendre toute la place. Et ça, c'est aussi un apprentissage. Quand on crée un réseau, quand on crée un projet comme ça, c'est de laisser petit à petit toute la place aux autres pour que ce réseau, cette collectivité puisse être voilà, un espace d'intelligence collective et que tout le monde puisse briller. Mais en sachant où est ta place quand même. Tout à fait. Et comme vient de le dire, tu es positive, individualiste, mais collective. Et du coup, ça prend un autre sens que celui qu'on peut mettre sur ce mot d'individualiste quand on ne réfléchit pas plus loin, si je puis dire. Tout à fait. Alors la carte suivante, c'est justement une cabane dans la nature qui ressemble fort aux réas, qui sont les maisons dans la forêt amazonienne. Et le mot est modeste. Ça me fait penser à cette sobriété heureuse et à cette modestie dans la vie. J'ai appris et j'ai pu goûter au fait qu'on vit mieux avec moins. Qu'on se crée souvent, on se crée beaucoup de soucis avec les biens matériels et avec la charge mentale, et que plus on revient à quelque chose de simple et mieux c'est parfois. Et c'est comment est-ce qu'on peut déjà désirer ce qu'on a. Je dirais que cette modestie, c'est comment est-ce qu'on peut avoir de la gratitude pour ce qui est déjà là. C'est aussi ce qu'on essaie de faire dans l'asso, c'est de mettre en lumière toutes les initiatives qui existent déjà, et pas réinventer la roue, et pas réinventer des modèles et des systèmes, se rebaser sur ce qui est là et recréer du lien entre toutes ces belles personnes, toutes ces initiatives qui prennent déjà soin au niveau local. Mais dans ton cas, on a vu aussi que la modestie vient de ton enfance, vient de ta famille. C'est une valeur qui s'est construite quand même depuis longtemps. Oui, on a pu goûter à la valeur de l'argent. J'ai pu dès le départ voir que pour pouvoir posséder, pour pouvoir grandir et pour pouvoir créer, il fallait s'investir. Ça, j'y ai pu y goûter dès le départ, et j'en remercie vraiment mes parents de m'avoir donné cette valeur-là. C'est important. Voilà, que tu t'es approprié, et que tu as évidemment continué aussi dans tes pérégrinations à l'international à pratiquer. Oui, et on en reviendra, j'imagine, quand on parlera de l'argent, mais c'est aussi toute cette question de la modestie, certes, mais sans en oublier toute notre valeur. Et de se reconnecter à cette notion d'abondance sans forcément avoir peur de l'opulence, et de trouver cette juste place aussi dans le lien à l'argent, dans le lien à la valeur. Et, encore une polarité. Un grand chemin que tout le monde est invité à faire un jour. Exactement, exactement. Alors la dernière carte, c'est un pot de miel.
avec le mot complaisant. Eh bien, là, tout de suite, ça m'invite plutôt à parler des accompagnements que je fais par rapport au bilan de santé global. C'est une question que je pose souvent aux gens dans les problématiques de santé qu'ils ont, c'est qu'est-ce que ça vous apporte comme avantage ? Cette pathologie dite chronique ou qu'on souhaite se garder chronique, parce que bien souvent, en fait, ça nous permet de garder quelque chose de connu, d'être dans cette zone de confort, de connu. Même si c'est inconfortable, parfois, l'inconfort connu est bien plus confortable que l'inconnu. Et donc, les gens ne m'aiment pas toujours au moment où je leur pose cette question, parce que je les invite à imaginer leur vie sans les douleurs, sans les pathologies, et du coup, d'oser toucher du doigt leur rayonnement, leur lumière et leur potentiel. Et réussir fait souvent bien plus peur que d'être entravé. Et donc, tu les mets dans un pot de miel ? Non, je les invite à voir le pot de miel qu'ils se sont créés et à voir s'ils ont vraiment envie de rester dans ce mélange un peu gluant qu'est l'étiquette de la maladie. Et alors, je ne peux pas résister à l'envie de te retourner, puisque là, on est en train de parler de ton capital identitaire, de toi. Oui. Et là, tu viens de me commenter ce que tu fais vis-à-vis des autres et comment, effectivement, ce mot de compatissant, ce pot de miel... complaisant. Complaisant, excuse-moi, je le voyais à l'envers. Complaisant s'incarne dans ton approche vis-à-vis de patients, mais vis-à-vis de toi, en fait. Est-ce que tu te vois complaisante ? Est-ce que c'est une force que tu as ? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce que tu viens de dire des autres qui est encore présent chez toi ? Je pense que j'essaye le plus possible de sentir quand c'est inconfortable, de me reconnecter à mon corps, et si je ne l'écoute pas suffisamment, il crie bien, bien fort, et de me dire à chaque instant à quoi suis-je invitée, quel est le message, quel est le nouveau risque à prendre, et j'essaie que ça ne dure pas trop longtemps, cet inconfort et ce cri du corps et du cœur qui m'invite à prendre des nouveaux chemins, à changer. D'accord. Donc j'essaie Donc de tu fais vraiment le lien entre ce pot de miel avec une situation dans laquelle on est et qui nous rend un peu collants, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à un effort qui se présente finalement, un choix à faire pour sortir du pot et aller voir un petit peu ce qui se passe un peu plus loin. C'est ça. D'accord. Et donc tu penses effectivement à avoir, toi, cette complaisance et de faire à chaque fois un effort pour aller un petit peu plus loin. J'essaie d'écouter en tout cas quand on m'invite à sortir de cet état trop confortable, oui. Et la vie est en train un petit peu, tu me racontais en antenne qu'il y a une chute, quelque chose là, enfin des choses qui se passent en ce moment où on t'invite à sortir. Oui, quand c'est pas des messages très clairs de nos proches, qu'on entend ou pas, c'est une maladie, c'est une chute. Là, donc je suis tombée bien fort sur mon sacrum et j'ai bien entendu le message. Reprendre toute sa juste place et puis avoir confiance en son propre monde et se redresser encore. Tu as confiance ? J'essaye de la cultiver. Tu essaies de la cultiver. Avec tout ce que tu as, tu te rends compte de ce capital identitaire et je reprends les cartes là, c'est un merveilleux tirage ça. On a envie de rencontrer des gens comme toi, positifs, modestes, complaisants, individualistes, mais avec le sens qu'on y a mis. Ce sont des valeurs fantastiques. Ton chemin continue bien sûr à avancer, mais tu as déjà fait tellement de choses, tu t'en rends compte. Moi, je m'amuse bien. Alors ça, c'est important. Parce que la joie, le bonheur, on est dans le bonheur rentable, c'est évidemment le signal et l'indicateur, si je puis dire, qui nous permet de savoir
Est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas? Et c'est justement quand on est un peu englué dans le miel, mais qu'on ne s'amuse pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Et je pense que, en tout cas au niveau professionnel, je me dis, si le matin je me réveille en me disant « Oh non, j'ai pas envie », eh bien juste je le fais pas. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental maintenant pour moi, à force d'avoir osé comme ça et de m'être rendu compte que tout est possible et que en fait, notre sécurité, elle ne dépend vraiment pas d'engagement extérieur ou de certitude qu'on croit comme étant certaine. C'est vraiment de se dire au quotidien quel choix est-ce que je fais pour moi et quel choix est-ce que je ne fais pas. À quoi est-ce que je dis non au quotidien pour vraiment me dire ma journée sera parfaite ou elle ne sera pas. Exactement. Et le reste, tout peut attendre en fait. Et j'ai envie d'ajouter simplement que ce choix-là, c'est à faire au quotidien. Ouais. Et qu'au quotidien, se dire je serai heureuse demain, non, c'est une posture interne. Au quotidien, dans chaque engagement, dans chaque choix, dans chaque activité, c'est de se dire là, comment est-ce que je décide de me positionner pour vivre ce moment de la manière la plus agréable et la plus joyeuse, et puis prendre des décisions après, mais en tout cas, c'est pas demain qu'on est heureux. C'est clair. Voilà. Et c'est pourtant souvent ce qui a été transmis dans la société, on va dire, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Ça viendra après, mais non. C'est le moment présent, évidemment, et c'est la joie de le goûter, de le savourer. Le bonheur rentable, c'est l'art de savourer la vie en contribuant à améliorer celle des autres. Donc, c'est exactement ce que tu fais. Donc, je crois que tu as toutes les cartes en main pour aller encore plus loin. Et j'encourage vraiment tout le monde à pouvoir se choisir ce bonheur et cette positivité au quotidien, même quand c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde, pas tous les jours. Et quand on arrive à switcher vers la lumière, exactement. On a ce potentiel en tout cas. Et quand on hésite à le faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, on appelle à l'aide, on va vers un proche, on va vers quelqu'un qui a cette positivité dont tu parlais et qui peut, avec un peu de chance, être dans le moment up alors que nous, on est un peu down. Et la co-régulation se met en place et les choses redeviennent fluides. Oui. Alors, la fois passée, nous avons découvert un peu les fêlures. Je parle de fêlures, moi j'aime bien, et les expériences de transformation. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ta mission, que j'appelle le capital humanitaire. Prête pour cette nouvelle présentation ? Prête. Alors, chère Élodie, ton œuvre porte une conviction profonde. Transformer le système de soins de maladie en système de soins de santé. Cette vision n'est pas qu'un slogan, c'est une révolution douce que tu incarnes chaque jour. Au cœur de ton action se trouve donc Miasano. Cette association rassemble plus de 250 soignants et futurs soignants autour de valeurs claires. La collaboration, l'humanité, l'accessibilité, la responsabilisation, la transmission, l'ouverture, l'écologie. Écologie de l'individu, du soignant, du vivant. Miasano rayonne désormais dans 15 régions, touchant plus d'1 millier de professionnels. Depuis 2023, 7 administrateurs passionnés soutiennent l'envol de ces activités. Miasano n'est pas qu'une structure, c'est un écosystème vivant qui agit sur plusieurs fronts. Elle forme les soignants conventionnels aux thérapies complémentaires pour accompagner la santé physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle. Elle inspire par le partage de projets existants et émergents, de soignants alignés qui incarnent la santé intégrative. Elle améliore l'accessibilité des soins pour que chacun puisse bénéficier de cette approche globale. C'est bien ça ? C'est merveilleusement résumé. Merci. Mais Miasano va plus loin. Elle accompagne aussi les consultants à devenir acteurs de leur santé par la confiance et la reconnexion à leur potentiel d'auto-guérison. Elle guide les soignants à créer une pratique idéale qui répond à leurs besoins et leurs aspirations profondes. Elle soutient les étudiants, futurs soignants, à réussir leurs études tout en apprenant les qualités de l'être et du prendre soin de soi. Elle leur transmet la passion de l'art de la médecine, alliant science et conscience, progrès scientifique et sagesse ancestrale, médecine basée sur l'épreuve, bon sens et intuition.
C'est beau de l'entendre dire. N'est-ce pas? Et Oui. c'est toi qui l'as fait, hein, je Mhm, rappelle. mhm. Hein. Au travers de Miasano, Élodie, tu poses une question essentielle. Comment prendre soin des autres quand on ne prend pas soin de soi? Exactement. Tu invites ces soignants à accueillir leur vulnérabilité, à ralentir, à trouver un équilibre global. Tu leur apprends à rayonner leur propre santé pour mieux accompagner. C'est un travail de l'intérieur vers l'extérieur, de l'être vers le faire. Une approche intégrative qui repose sur un principe puissant, le et plutôt que le ou. Science et conscience, cadre et souplesse, sécurité et bienveillance, business et posture d'humilité. Tu refuses les oppositions stériles, tu cherches l'intégration qui permet de conjuguer rigueur médicale et approche complémentaire, efficacité et humanité. Pas grand-chose à ajouter, Valérie. Je ne sais Alors, pas où tu es allé chercher toutes ces ah informations. oui, mais alors c'est parfait. j'ai une bonne source, hein. J'ai une bonne source qui est en face de moi. Mhm. Je n'ai fait que résumer pour écouter ensuite ta réaction en entendant quelque chose qui t'appartient. Je ne fais que le mettre au grand jour. Alors, tu es au service des urgences, là où le système pousse à l'efficacité mécanique. Et même là, tu maintiens la présence, l'écoute, la reconnaissance de l'autre. Chaque consultation devient un espace de rencontre authentique où tu apportes humanité et sens. Tu crées aussi des outils concrets. Tes carnets de santé intégrative ne sont pas de simples cahiers. Ce sont des ponts entre médecine conventionnelle et approche globale. Ils facilitent la pratique au quotidien, permettent aux patients de devenir acteurs de leur santé, offrent aux soignants un support pour intégrer différentes dimensions du soin. Bravo pour ces cahiers. Tu vas nous en parler. Oui, avec plaisir. Donc ton capital humanitaire, Élodie, c'est cette capacité à transformer la fragilité en force, l'épuisement en sagesse, le système en écosystème vivant. Tu montres qu'on peut être médecin et gardienne de la vie, scientifique et sensible, professionnelle et profondément humaine. À travers toi, la santé retrouve son sens premier, la plénitude, l'équilibre, la vie qui circule librement. Waouh. Waouh! Eh bien, waouh, bravo pour ton œuvre, Élodie, et toutes tes actions qui demandent de l'engagement. Mais avant de te proposer la suite du jeu du bonheur rentable, je vais te laisser commenter, peut-être nous expliquer un peu plus ces cahiers que tu viens de sortir. Oui, merci. J'ai envie de rebondir aussi sur Miasano et un peu l'évolution de cette association. Je l'ai créée avant tout parce que c'était douloureux pour moi d'entendre les manquements dans le système de soins, que ce soit les étudiants, les soignants ou même les patients qui demandaient à toutes ces valeurs, qui demandaient à plus d'humanité, plus d'ouverture, plus de collaboration. Et j'avais à cœur de faciliter, d'aller vers ces valeurs et d'aller vers cette posture. Et je me suis dit, déjà, il faut l'incarner soi-même. Donc, c'est d'abord un long chemin, justement, d'amour de soi et de recherche de ça. Et c'est un chemin au quotidien. Et toutes les valeurs ici qui sont mises en avant, que tu as très bien résumées, toutes les actions qu'on porte, on y travaille au quotidien. Et c'est chaque petit pas, chaque personne qui peut se reconnecter davantage à sa vulnérabilité et à d'abord prendre soin de soi, c'est une réussite. Et c'est beau d'entendre tout ça, et c'est vrai qu'on travaille sur tous ces axes-là, et c'est un chemin. C'est un chemin, et moi, ce ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est que tu as entendu, en fait, quelque part de la souffrance, même peut-être parfois du désespoir, et que donc tu as réagi à des attentes. Et je trouve que c'est intéressant à pointer et à rapprocher de qui tu es, à ces petits pas, cet apprentissage. C'est aussi l'écoute de l'autre et la réponse à des besoins.
plutôt que ce qu'on peut trouver, hein, et qui n'est pas forcément foncièrement mauvais, mais d'inventer un petit peu, ou plutôt de parler de quelque chose que l'on va inventer, et puis qui met un petit peu de temps à sortir. Toi, tu es vraiment dans la réponse aux souffrances, aux besoins, et tu apportes les solutions. C'est se reconnecter au bon sens, en fait, souvent, à ce qui existe déjà, à ce qu'on faisait avant, et comprendre aussi un petit peu toute la sociologie de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à tant de souffrances dans notre société, de quoi est-ce qu'on s'est déconnecté. Et puis, accompagner chaque individu à se reconnecter à ce qui fait sens pour lui, à son essentiel. Je crois que ça passe par là avant de réinventer des grandes théories, des grands systèmes. C'est de se dire finalement quel est le système qui fonctionnait avant tout ça et comment est-ce on peut s'en inspirer. Mais la simplicité est souvent la réponse, mais n'est pas forcément la plus accessible, malheureusement. On passe par de la complexité, on passe par toutes ces croyances que l'on s'est inventées ou qu'on nous a gentiment transmis. Et on met des masques, on essaie de faire bonne figure. Donc revenir à soi, revenir à son identité, à sa simplicité, avec la modestie. Je rappelle qu'une des cartes que tu as tirées dans ton capital identitaire, c'est la positivité et la modestie. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ça peut paraître de l'extérieur, surtout quand on le fait assez simple, mais ça ne l'est pas autant, je crois. Et donc les carnets de santé qu'on a créés sont vraiment des outils pour se reconnecter à soi, se poser avec soi, s'écouter, comprendre notre parcours de soins, comprendre nos déterminants de santé, et donc reprendre cette souveraineté en main pour mieux aller chercher l'expertise des professionnels de santé et de les placer dans cette posture d'accompagnant bienveillant plutôt que de sachants qui détiennent toute la vérité de notre bien-être, de notre santé. Donc c'est vraiment récupérer cette posture d'être acteur et de vouloir cheminer à son rythme, avec ses réponses, avec ses ressources. Donc c'est un outil qui invite à la réécoute de soi, à la reconnexion à soi, et puis à ouvrir la communication avec des professionnels de santé en parlant le même langage et en étant efficace dans ce qu'on demande comme question et comme expertise. Comme dans toute communication, ça suppose un émetteur et un récepteur. Et j'imagine que ça n'est pas absolument certain d'avoir l'écoute avec tous les soignants. Et évidemment, du point de vue des patients, ce n'est pas encore non plus absolument intégré, si je peux reprendre le mot, que l'on est responsable financement de sa santé, puisque là on parle de responsabilité, de souveraineté, c'est redonner à chacun. Et ça va, on démarre par la santé, mais évidemment, je pense que c'est un concept aussi de redonner justement le choix, la souveraineté, la responsabilité, la réflexion aux citoyens avant qu'ils soient impatients. Et c'est également pour ça qu'il y a deux volumes. Un volume plutôt sur nos données médicales qui se trouvent déjà dans des dossiers médicaux informatisés sur le réseau de santé wallon, dans d'autres plateformes comme ça, qui sont accessibles à tous les praticiens, mais pas toujours à nous en tant que citoyens. Et donc ce premier tome permet justement d'aller questionner les praticiens sur des données qui sont suffisamment objectives et scientifiques. Et puis un deuxième volume qui invite à aller plutôt se tourner vers son potentiel et son plein épanouissement, mettant en avant tous nos déterminants de santé, à savoir l'alimentation, l'activité physique, nos communications, nos relations, nos projets de vie, et j'en passe. C'est là où on parle de santé intégrative, parce qu'effectivement, on mettra ça dans les illustrations, mais il y a 2 livres qui sont assez conséquents. Au cœur de ma santé intégrative, mon carnet de santé, le tome 1, et vers mon plein potentiel santé, mon carnet de santé, le tome 2. Tout à fait. Les institutions pourront se saisir de certaines fiches et de certains outils et les utiliser pour justement inviter les citoyens à pouvoir se poser certaines questions dans certains domaines de vie si la personne est demandeuse.
Et moi, j'adore l'idée, là, dans notre monde d'aujourd'hui où on ne parle que d'intelligence artificielle, d'Internet, de moyens numériques, hein, de revenir à des carnets, en fait. Tu peux nous expliquer un peu la démarche, là ? C'est l'idée de s'asseoir avec soi-même. Ah. Et avant tout de s'écouter nous-mêmes, plutôt que d'attendre de l'autre qu'il nous écoute et qu'il nous prenne en charge. Écoutons-nous avant tout, accompagnons-nous, mettons un bras autour de notre épaule pour nous écouter dans ce qu'on vit, dans ce qu'on comprend, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait. Et puis ce carnet, ça invite justement à communiquer davantage, à se poser les bonnes questions, et puis peut-être justement à aller poser ces informations dans des plateformes informatiques qui permettent du coup à tout le monde médical de pouvoir avoir accès à nos choix. En conscience. Parce que tu penses qu'on se pose mieux, voilà, avec un objet entre les mains. Tout à fait, plutôt qu'un clic du pouce. Voilà. Ouais. C'est le retour à la littérature, à l'objet, au livre, à l'écriture, parce que c'est un carnet de santé que l'on complète, évidemment. Donc c'est presque un journal, en fait. C'est entre le journal intime, le bullet journal, le carnet ONE pour les enfants, le carnet de coordination pour les personnes avec des aides à domicile. C'est un petit peu tout ça. Oui. Et ça, donc, tu le proposes à tout un chacun, si je puis dire, et également aux structures, les hôpitaux, les soignants, etc. C'est ça, hein ? Exactement. Et tu es en train de, justement... de former des ambassadeurs du carnet de santé. Donc, dans tous les membres praticiens de notre réseau, ils sont tous formés à accompagner les citoyens qui souhaitent prendre soin de leur santé, à justement aller explorer certains domaines, certains déterminants de santé ensemble pour avoir une lecture justement intégrative et ne pas passer à côté de l'essentiel, de ne pas faire que de la santé naturelle, douce, complémentaire, mais justement avoir un regard aussi scientifique par rapport à tout ça, d'intégrer vraiment le tout, d'avoir un regard aussi vraiment aiguisé sur les risques potentiels et quand référer chez le médecin traitant. Et en même temps, quand ouvrir un petit peu le champ de la conscience pour aller explorer davantage, plus en profondeur et en parallèle. Bon, et alors lorsqu'on écoute ce podcast, on le trouve où, ce carnet ? Sur notre site internet, facile, Miasano, ASBL, vous le trouverez, voilà. Il n'y en a qu'un seul. On va de toute façon mettre bien évidemment les liens, mais n'hésitez pas à commander ces ouvrages et faites évidemment un bon usage. À moins que tu aies autre chose à dire sur Miasano, je vais t'inviter à reprendre un petit peu ce jeu du bonheur rentable pour bien maintenant tirer encore 4 cartes sur tes motivations, donc tes sources de motivation, donc les besoins que tu cherches à nourrir au travers de ces magnifiques projets et peut-être ceux qui sont là maintenant en ce moment dans ta vie pour aller encore plus loin sur ce chemin qui a déjà été énormément rempli. C'est parti. C'est parti. Donc, nous avons la régularité. Ça me stresse un peu de tirer les cartes comme ça. On se demande toujours si... J'aime l'intuition, hein, mais on se demande toujours sur quoi on va tomber. Ah oui. Alors. Ok. Que vois-tu d'intéressant ? Tu peux nous les lire peut-être déjà, les 4 ? Alors, on a la carte de la régularité, de l'affiliation, de l'intimité et se surpasser. Uh-huh. Est-ce que tu peux répéter la question, Valérie, pour que je puisse y répondre mieux ? Alors, la question, ce sont tes motivations. Ce sont en fait des éléments de motivation. Ce sont des cartes liées à des besoins qui génèrent finalement l'action. Derrière tes actions, tu t'es construite
avec des traits de personnalité, on en a parlé la première fois. Et là maintenant, c'est qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te fait avancer toi sur ce chemin de construction de Miasano, d'aide aux soignants, et donc qu'est-ce qui t'aide à progresser en fait? Est-ce que la régularité, voilà, c'est quelque chose, voilà, l'affiliation, on a beaucoup parlé de collectif, et en même temps l'intimité, et se surpasser, monter tout en haut de la montagne. Donc comment est-ce que ça se relie à tes convictions à toi profondes, et ce qui te fait que tu te lèves le matin en fait? Parfait. On va commencer par la régularité. C'est vrai que ce projet, cette association, je me suis souvent posé la question parce que donc, ça fait 6 ans. On a commencé en 2019. Ces 6 ans de bénévolat à au moins un 3/4 temps. Donc 6 ans, voilà. Et plusieurs fois, je me suis demandé qu'est-ce qui me donne l'énergie de me lever le matin aussitôt pour mener tout ça avec, en explorant plein de choses. Je suis médecin, je ne suis pas entrepreneuse initialement. On n'a pas appris la comptabilité, tout ce qui est juridique, tout l'administratif, la com, le marketing, tout ça, on n'a pas appris. Et une association, ça se gère comme une entreprise. Bien sûr. Donc c'est démarrer de tout en bas aussi et puis d'apprendre petit à petit. Je pense que cette régularité, elle a été possible parce que c'est un projet simplement qui me dépasse complètement. Ça ne m'a jamais coûté, je n'ai jamais dû me tirer du lit pour ça. C'est ça qui m'a tiré du lit. Mais oui, la régularité de pouvoir y penser au quotidien, de pouvoir y travailler, de réfléchir régulièrement vers où on va. C'est quoi l'intention, c'est quoi les valeurs, est-ce qu'on reste dans le cadre, de faire régulièrement des réunions avec plusieurs personnes qui peuvent donner un avis, de demander régulièrement l'avis de tous les membres. Oui, cette régularité et cette connexion qui ne s'estompe pas, et cette passion qui ne s'estompe pas, je pense que ça c'est quelque chose d'important, et c'est une des qualités aussi que je pense qu'on doit développer quand on fait des études de médecine. C'est quand même une certaine méthodologie, une organisation et c'est clair. Une régularité dans l'étude, dans le travail. Donc ça, on voit d'ailleurs que la carte c'est une montre, hein. Donc on a une régularité, une gestion du temps. Quand tu dis 3/4 temps au bénévolat, donc il faut aussi les trouver dans son agenda. Et la régularité est un élément pour moi effectivement de construction de la résilience aussi. C'est très proche. Alors ça peut se manifester dans plein de choses. Est-ce que tu as peut-être justement soit du sport, soit quelque chose de régulier aussi dans ta vie? Est-ce que ça existe ça dans ton parcours? Et justement, c'est intéressant parce que ça vient utiliser la carte de l'intimité. L'intimité, je le relie très fort à son rythme de vie, à son équilibre de vie. Il y a deux choses, mais c'est comment justement dans un don de soi presque total à un projet, on peut remettre de la santé et de l'équilibre, parce que c'est pas parce qu'on fait du bénévolat et qu'on n'est pas dans une entreprise où le sacrifice est au cœur au cœur du travail, qu'on ne peut pas forcément ne pas s'épuiser. Bien sûr, pas s'épuiser. Même parfois trop. Même. Souvent, je suis justement en train de lire un livre qui s'appelle Le Burnout militant, qui est très intéressant. Intéressant. Donc, je m'en inspire pas mal pour pouvoir rester justement en santé dans tout ça, parce que c'est la question qui se pose aussi. Souvent, les noms qu'on donne à nos entreprises sont ceux qui viennent nous challenger un maximum. Et donc, Miasano, ma santé, comment est-ce que je remets justement de la santé, de l'équilibre et de l'intimité dans ma vie, tout en portant ces beaux projets? Eh bien, c'est une question que je cherche tous les jours à essayer d'équilibrer, justement, d'honorer cette intimité, cet équilibre. Alors, il y a du sport, il y a du social, il y a de la famille, évidemment, et c'est tout un challenge de trouver le bon rythme, trouver ce temps. Et pareil pour l'intimité, que quand on commence à rencontrer de plus en plus de gens, comment est-ce qu'on peut préserver aussi une part de son privé, de son personnel, comment faire la part des choses entre quand on est vraiment dans le projet, dans l'asso, quand on est en dehors,
quand ça nous prend comme ça peut vite empiéter sur l'intimité. Donc cette question me parle beaucoup pour le moment. Et c'est aussi le pouvoir de dire non, justement, de mettre des limites, de connaître ses limites déjà. Ouais, Comme tu l'as dit la première fois, d'écouter son corps, d'écouter les autres, d'écouter. On a parlé aussi tout à l'heure d'écoute. Donc c'est vraiment ça. Sinon... oui, moi j'ai plutôt même l'impression que souvent l'associatif, le bénévolat est une façon de trouver du sens et finalement de se perdre parfois corps et âme dans quelque chose qui nourrit la partie humanitaire justement, mais qui nous brûle l'énergie. Parce que là, on parle d'énergie, en fait. C'est notre équilibre énergétique. Et comme on le retrouve, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans les carnets, l'alimentation, la régularité de l'alimentation, la régularité en tout genre, et l'intimité, bien sûr, de savoir se retrouver avec soi en dehors d'une passion, puisque c'est le danger lorsqu'on a une passion. De se laisser emmener. Et c'est ce qu'on dit régulièrement à nos membres, c'est merci pour votre présence et merci pour votre absence. Merci d'avoir honoré votre partie privée, merci d'avoir brillé par votre absence parce que ça veut dire que vous êtes écouté, que vous avez pu dire non aussi. Que ce soit pour nos référents régionaux, pour nos administrateurs, je les remercie en fait d'incarner aussi ce respect de soi. Tu me donnes des frissons, c'est pas la première fois. Souvent quand tu t'exprimes, Mélodie, tu me donnes des frissons, ça résonne parfaitement avec mes valeurs profondes certainement. Ouais. Et je tiens à dire aussi que depuis 2019, on fonctionne sans subside. Par justement cet écosystème qui s'entretient et qui se cultive de lui-même. Et tout ça, c'est toute une structure à créer. Et donc oui, je me réjouis que cet écosystème soit encore plus autonome pour pouvoir davantage incarner aussi cette intimité et cet équilibre. Évidemment, et à un moment donné, on en parlera aussi dans la dernière partie, il y a cette source, tu es toi la source, mais cette source elle ne fait que lancer. Il faut à un moment donné aussi qu'il y ait d'autres personnes en relais. Sinon, ton présentes. Intimité... Et elles sont bien présentes. Et justement, elles sont présentes par l'affiliation, non ? Alors, affiliation. Donc c'est intéressant, on voit sur la carte quelqu'un qui tient un smartphone dans les mains. Et j'aime à dire... on n'a pas du tout envie de mettre un bouton faire des dons ou on n'a pas du tout envie de mettre un bouton devenir adhérent sur le site internet simplement comme ça. Pour devenir adhérent de notre association, il y a tout un processus qui passe d'abord par la rencontre en personne, qui passe par un entretien d'adhésion pour écouter les besoins de la personne, qu'elle soit professionnelle de santé, qu'elle soit citoyenne motivée par le projet, citoyenne experte. On écoute vraiment quels sont les besoins au niveau du terrain, au niveau de ces personnes, pour voir si l'association peut déjà y répondre par les différents services ou ce qu'on peut créer ensemble. Donc ça, c'est vraiment important. Et on cherche à voir aussi quelles sont les motivations, parce qu'évidemment, un collectif, c'est important d'en prendre soin et que chaque personne... et chaque couleur et chaque énergie est importante à sentir. Et c'est beau aussi de voir que c'est le groupe qui s'autorégule et qui peut dire aussi... tiens, merveilleux, cette personne a l'énergie de la positivité, d'être constructif, d'avoir envie de construire ensemble. Et puis c'est bien aussi que le groupe puisse dire « Ah, attention, warning, plusieurs personnes ont senti que c'était peut-être pas la place de cette personne qui arrive. » Donc voilà, nous... L'affiliation, certes, mais c'est aussi entrer dans un champ de valeurs, mais on a envie que ça se fasse de manière humaine et interactive. Alors, je rappelle qu'effectivement, on est en train là de parler de toi et de cartes, en fait, de ta motivation à toi. Okay. Et c'est amusant parce que la dernière fois, tu as déjà fait ça avec le pot de miel, à projeter en fait la carte vers les autres. Donc, il y a une petite tendance à aller vers l'autre et reviens à ton intimité, car là en fait c'est ta motivation à toi. Est-ce que Miyasano justement
au travers de Miyasano, c'est aussi un besoin pour toi d'être en affiliation avec d'autres, en fait. Donc, il y a la notion du collectif, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un réseau. C'est pas parce qu'il y a une image, évidemment, avec un téléphone, parce que on voit que ça parle plus facilement, on va dire, derrière le terme. Mais là, on est dans ton besoin à toi d'être avec les autres. Et c'est intéressant parce que tu as à la fois l'affiliation et l'intimité. C'est pour ça que je rebondissais dessus en disant tu es à la fois dans ce choix de temps en temps à être dans ton intérieur et dans ton intimité, et tu te préserves, tu fais attention, mais tu as un besoin d'être aussi en connexion. Oui, la connexion avec les autres me nourrit énormément. Et c'est vrai que quand on crée un réseau comme ça qui partage les mêmes valeurs, on a l'impression d'être chaque fois en famille. Et c'est vrai que je dis souvent à chaque événement Miyasano, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire et que j'ai rassemblé mes meilleurs potes, même quand on est 70. Donc ça, c'est vrai que c'est très gai. Et quand j'en sors et quand je retrouve le système, je veux dire, normal, conventionnel, parfois je tombe un peu dénue en me disant « Ouh là là, c'est vrai que c'est pas la même chose que... » On a l'impression parfois de créer un peu un monde de bisounours et en même temps, c'est agréable en fait de se créer des réseaux comme ça de gens positifs et constructifs. Et donc oui, je suis très contente d'avoir créé tu as créé une organisation à ton image, en fait. Hein. Tu as attiré à toi et tu viens de le dire. C'est un processus aussi, entre guillemets, de sélection, dans le sens où il est important de partager les valeurs. Après, on fait quelque chose ensemble. Mais d'abord, on écoute, on vérifie qu'on est bien dans le monde de la santé intégrative. Et à ce moment-là, on reboucle avec l'entraide, avec le collectif, le collaboratif, la co-construction, etc., du monde de l'affiliation. Ouais. Tout à fait. Et alors, la dernière carte, se surpasser, oui, bien sûr. Des amis m'ont donné comme Kali quand j'avais 15 ans. Altus, situs, fortus, ça veut dire toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Donc j'aime plutôt bien. Je pense qu'une de mes valeurs prioritaires, c'est le dépassement de soi. Donc ça me parle plutôt bien. Je précise qu'on voit une carte, en fait, une montagne avec un alpiniste. Un sommet. Ouais. Mais ça me parle plutôt bien parce que j'ai envie d'accompagner les gens à oser leur plein potentiel et à se croire capable dans ce qui fait vraiment sens. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de dire oui au quotidien pour voir un petit peu ce que la vie peut amener. Et en fait, les surprises à laquelle la vie m'amène sont plutôt réjouissantes. Donc, se dépasser au quotidien, ça me parle beaucoup. Et puis aussi, s'accueillir et s'aimer dans ce qui est déjà. C'est presque plus difficile que de se surpasser. Oui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Hein. La simplicité et l'accueil paraissent simples, mais on n'a pas été entraîné à ça, on va dire. Donc, le surpassement... C'est aussi à ça quand... c'est des messages que je me redis au quotidien en accompagnant les soignants en burn-out. On a voulu prouver qu'on était capable, qu'on était là pour les autres, qu'on pouvait encore et encore, parfois par loyauté, parfois simplement par don de soi et par service à la communauté. Et puis l'apprentissage de lâcher prise et d'accepter qu'on est vulnérable, c'est tout un apprentissage de vie. C'est peut-être le plus important. Moi, je parle beaucoup de fêlures, parce que je pense que les fêlures laissent passer la lumière et que ce sont justement ces fêlures, ces blessures et cette vulnérabilité qui nous permet de nous reconnecter à notre humanité, en fait. Et c'est souvent en dépassant justement ce phénomène que l'on commence à ouvrir un autre champ, de comprendre autre chose, et au lieu de les cacher, ces vulnérabilités, évidemment, maintenant il faut un safe place quand même, et c'est ce que tu as construit, un réseau dans lequel on peut oser en fait sa vulnérabilité, parce qu'évidemment, on parlait tout à l'heure effectivement d'entreprises où on n'a pas ces valeurs-là.
c'est pas forcément simple et on a plutôt été habitué à l'inverse. Et les cas de burn-out que tu as voilà, viennent souvent de structures qui ne respectent pas la vulnérabilité et qui, au contraire, en profitent un petit peu même. Tout à fait. Et c'est vrai que dans Miasano, les premières choses, c'est d'abord de rassembler les soignants qui se sentent justement plutôt isolés. Et puis c'est de créer des espaces où on peut déposer ce qu'on ne peut pas déposer avec ses pairs dans le système conventionnel, sur son lieu de travail, pour justement accueillir cette vulnérabilité, en parler et que ça fasse écho chez nous, le fait que les autres vivent pareil. Et puis c'est d'imaginer un autre possible par rapport à tout ce qui existe déjà et donc d'inspirer. Et puis d'accompagner au quotidien chaque personne individuellement dans quel est le prochain pas pour toi dans ta pratique, dans ce que tu as envie de rayonner de plus beau au monde, dans le prendre soin. Magnifique programme. On a dit tout à l'heure international. Tu peux peut-être donner les pays dans lesquels Miasano Oui, pour le moment, existe. c'est en train de grandir en France. On a des membres qui sont en Suisse aussi, en Italie et au Luxembourg. Voilà. Et donc pour le moment, les réseaux régionaux sont en train de se construire petit à petit. Mais en tout cas, on a des membres dans tous ces pays-là. Et puis la Belgique, évidemment. On ouvrira Avec la une Flandre. structure en place ou uniquement des membres qui sont rattachés à la structure belge? Pour le moment, c'est Belgique Pour et l'instant, France c'est pour Belgique. des réseaux régionaux. Et puis, D'accord. voilà, c'est en train de Mais s'ouvrir France, petit il y à a une petit. ASBL en France? Mais oui, il y a des réseaux régionaux de D'accord. Miasano en France. Oui, D'accord. tout à fait. Donc la Belgique va devenir prochainement une confédération Mhm. qui va réunir la totalité des structures qui sont en train d'émerger dans d'autres pays. Je dis ça parce que là, on est dans un épisode qui passe pendant le podcaston et tu as la chance là d'avoir un auditoire beaucoup plus large, on l'espère en tout cas, avec d'autres pays, dont le Canada, le Québec, les États-Unis, l'Angleterre. Donc, sait-on jamais, si vous êtes intéressé par Miasano, Avec n'hésitez joie. pas à contacter Elodie ou me contacter. Je ferai passer évidemment le message. Ce qu'on aime faire, c'est d'avoir créé justement cette structure d'accueil, de filtration, d'accompagnement des soignants qui ont envie de rayonner ces valeurs-là, et puis de partager cette manière d'accompagner les gens et cette manière de les accueillir, cette structure, pour que chacun puisse s'en saisir et puis l'utiliser avec ses couleurs, son énergie dans des régions avec chacun voilà, sa manière de fonctionner. Alors, je rappelle que nous avons découvert tes fêlures et tes expériences de transformation dans le premier épisode, ta mission dans le second. Et aujourd'hui, nous allons aborder ta relation à l'argent et à l'abondance. Merveilleux. Merveilleux, avec le capital monétaire. Nous allons essayer de comprendre comment il se construit et comment il circule dans ton modèle. Ça te va ? Ça me va. Donc, ton éducation financière commence dans ta famille de classe modeste. Pas de revenus élevés, des privations réelles, mais tu apprends quelque chose de fondamental. Accepter ses conditions naturellement, sans te comparer, sans frustration. Cette acceptation précoce forge en toi une liberté que l'argent seul ne peut offrir. Tu découvres que vivre avec peu, c'est possible, que le bonheur ne dépend pas du compte en banque. Cette graine d'économie germe pendant des années. Lors de tes voyages, tu pousses l'expérience jusqu'au bout. Vivre sans argent. Yourte, caravane, vélo en Afrique, jungle amazonienne. Tu cultives la sobriété heureuse, non comme une contrainte, mais comme une libération. Cette période t'enseigne que la vraie sécurité est intérieure. Juste. Mais tu vis aussi un blocage. 1 an de thérapie pour débloquer ton rapport à l'abondance. Non seulement pour toi, mais pour tout le champ de ta source, pour tous ceux qui côtoient Miasano. Tu comprends que refuser l'argent, c'est aussi refuser l'énergie qui permet d'amplifier l'impact. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. C'est l'intention qui compte. Pour les auditeurs qui entendent pour la première fois parler de champ et de source, je les incite à écouter mes entretiens avec Peter Koenig, le créateur des principes sources. Selon lui, chaque projet a une source, une personne qui porte la vision initiale. Les autres acteurs participent, contribuent à l'écosystème que Peter appelle un champ. Le but est que chaque personne soit dans l'amour de ce qu'il fait, en contact avec sa source, son but de vie. C'est aussi la condition
pour que l'argent soit fluide, un réseau vivant, souple, où chacun apporte sa pierre, sa vision, sa force et repart lorsqu'il le décide. Tu es d'accord avec ça ? Oui, j'ai suivi indirectement ces enseignements. Parfait, je le savais. Mais revenons à toi, Élodie, qui applique si bien ces principes. Pour nourrir le champ de Miyasano, tu inventes un système de troc pour permettre l'accès aux soins de santé intégratifs à tous. Ce système valorise aussi les actions bénévoles et favorise la prise de soin de soi. L'argent n'est plus le seul moyen d'échange, l'énergie circule autrement. Plusieurs sources de revenus permettent l'accessibilité. Le réseau rassemble bénévoles, partenaires et donateurs qui nourrissent ensemble ce champ vivant. Rappelons, comme tu le disais la dernière fois, qu'il n'y a pas de subside chez Miyasano. Malgré tout, les sources de financement sont diversifiées. Des formations, des accompagnements, mais nulle part sur le site tu ne mentionnes combien. Pas de prix affiché. C'est un choix conscient, on imagine, une invitation à la relation plutôt qu'à la transaction. L'argent circule selon les moyens et les intentions de chacun. Toujours juste ? Toujours juste, c'est très bien résumé. Tu accompagnes également des thérapeutes en reconversion à créer une sécurité et une liberté dans leur reprise professionnelle après un épuisement. Tu les guides à définir un plan d'abondance qui respecte leur écologie personnelle et attire des personnes qui se souhaitent également le meilleur. L'argent redevient alors un allié, pas un maître. Ta vision est claire. L'argent est une énergie qui circule. Il ne s'accumule pas, il se partage, il nourrit, il transforme. L'impact sociétal prime sur le profit personnel. Et pour continuer à se développer, pour étendre son rayonnement, Miyasano a besoin de soutien. Ce podcast s'inscrit d'ailleurs dans la semaine du podcaston pour t'aider à collecter des fonds, car c'est précisément cette circulation consciente de l'énergie qui permet à la mission de vivre et de grandir. Exactement, oui, je suis ravie de participer et de profiter de cette opportunité. Tu es la bienvenue. Alors Élodie, je te propose de jouer une dernière fois avec l'oracle du bonheur rentable. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te donner les cartes. Mais tu as peut-être quelque chose à dire avant sur le petit portrait que je viens de dresser de ton rapport à l'argent. C'est à nouveau magnifiquement résumé. C'est vrai que c'est tout un apprentissage aussi, cette relation à l'argent, et on a différentes relations dans nos différentes étapes de vie. Et c'est intéressant. J'avais envie aussi que cet écosystème, que Miyasano puisse grandir en fonction de ses propres ressources et de ne pas viser plus haut en dehors de ses propres ressources pour qu'il puisse vivre en autonomie et que ça puisse se cultiver de l'intérieur. Et donc pour moi, accueillir des subsides, accueillir de l'aide extérieure, c'était déjà aller trop loin par rapport à ce que le système pouvait générer par lui-même. Et puis par contre, évidemment, maintenant que c'est bien établi et que ça fonctionne vraiment bien, tous les dons et toutes les aides extérieures seront les bienvenus pour pouvoir cultiver encore davantage et puis honorer tout ce qui est déjà là. Bravo, si tout le monde avait cette logique, ça permettrait certainement à plusieurs ASBL de survivre, parce que souvent on met une dépendance en fait. En installant un système de subsides, on dépend de l'argent public, comme si c'était un peu un dû, parce qu'on fait de l'humanitaire. Or, on l'a évoqué dans notre précédent échange, je crois, une ASBL, une fondation, c'est une structure, c'est une organisation, elle a un but non lucratif, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de générer de l'argent, parce que cet argent est un moteur, une énergie, encore une fois, pour pouvoir justement alimenter les besoins qui lui permettent de continuer à développer sa mission et d'aller de plus en plus loin. Tout à fait, c'est aussi se référer à la permaculture humaine. En fait, il y a de l'offre, il y a de la demande partout. Et quand on accueille de l'aide extérieure, c'est qu'on ne valorise pas suffisamment toute l'offre qui est déjà là. Donc cette carte troc, elle permet justement aux patients, experts de pouvoir soutenir des événements, de pouvoir parler de l'association, de pouvoir être ambassadeur des carnets de santé et de pouvoir en retour bénéficier d'un accompagnement en santé intégrative parce que certains soins ne sont pas encore remboursés pour le moment.
On travaille dessus aussi, on est en train d'essayer d'ouvrir les consciences par rapport à ça et de montrer que toute cette santé intégrative finalement aide à la santé publique par la déprescription, par moins d'examens médicaux, etc. Et puis, en fait, les soignants qui œuvrent dans Miasano, via cette carte troc, peuvent offrir des soins aux autres membres qui prennent eux-mêmes soin d'eux de cette manière. Et c'est une manière aussi de se faire connaître et de créer de vrais réseaux de personnes qui se font confiance par l'expérience des pratiques mutuelles. Bien sûr, là, tu construis le collaboratif, la co-construction, en fait. C'est un écosystème vivant, on l'a dit la dernière fois, et justement, qui se co-construit. Ce n'est pas toi qui construis toute seule, il y a une co-construction, et tu amènes, par contre, toutes ces vertus, toutes ces valeurs vertueuses à se développer au sein, évidemment, d'une communauté qui les partage. Et on parlait de jeu tout à l'heure, j'ai dit que c'était une des valeurs qui était importante pour moi aussi dans cette positive attitude. Miasano, c'est vraiment un jeu. On tente quelque chose, on essaye, on collabore dans un espace qui est vivant. Et puis en fait, c'est juste une opportunité, c'est juste un jeu, il n'y a pas de pression derrière. Et on dit à tout le monde, venez jouer, venez vivre avec nous, sans du tout essayer de convaincre ou de vous mettre la pression d'atteindre des objectifs quelconques. Tout est opportunité, en légèreté et en fluidité. Magnifique. Et tu as au sein justement de ton modèle économique les cahiers dont on a parlé la dernière fois qui se vendent, qui vont aussi représenter une source de revenus. Voilà, donc tu continues à alimenter derrière des accompagnements, du troc, des ambassadeurs qui font effectivement des échanges. Il y a malgré tout aussi une conscience justement d'un modèle qui doit trouver son autonomie, même si dans la diversité justement, il est de bon ton évidemment d'aller chercher aussi, parce que tu as démontré toute la valeur ajoutée de ton modèle. Il est tout à fait maintenant temps de pouvoir faire appel aussi aux dons, aux mécènes, aux fondations philanthropiques et à tous ceux qui sont là pour aider à mettre en place et à développer cette santé intégrative, surtout qu'on a dit aussi qu'elle était présente non seulement en Belgique, mais aussi en France, au Luxembourg, en Italie. Donc n'hésitez pas à soutenir Miasano. Et c'est intéressant de voir que la croyance populaire aussi, c'est que les ASBL, les associations sans but lucratif, ne peuvent pas faire d'argent. Alors, il n'y a pas de but lucratif pour les fondateurs. Mais par contre, ça reste une entreprise, ça reste un modèle. Et dès qu'on génère de l'argent, on peut le réinvestir dans des projets louables, comme par exemple cette diffusion du carnet de santé qui va vraiment avoir un grand impact au niveau de la santé publique. Exactement, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'intention. C'est l'intention qui compte. Est-ce qu'on génère de l'argent pour le mettre dans la poche des actionnaires, ou est-ce qu'on génère de l'argent pour investir dans le modèle, développer des outils et faire en sorte que la mission aille plus loin? Et effectivement, c'est toute la différence entre une organisation à but lucratif et une organisation sans but lucratif. Mais l'argent, il est là, il est neutre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'a pas de valeur en soi. On lui met de la valeur. On lui donne de la valeur plutôt. En fonction de l'intention. D'ailleurs, il y a des modèles. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans une organisation qui a fait don en fait des actions de la société à une fondation d'utilité publique. Donc la société est détenue par une fondation. Donc une fondation, une ASBL, peut tout à fait avoir une entité commerciale, même en filiale, qui, elle, a un but lucratif qui permet de remonter les dividendes au niveau en fait, de l'association ou de la fondation. Donc bien sûr que c'est un modèle économique et c'est justement la raison pour laquelle il est tout à fait intéressant de l'aider parce qu'elle a démontré qu'elle est déjà résiliente et autonome. Alors Élodie, je te propose de jouer une dernière fois avec l'oracle du bonheur rentable. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais te donner les cartes. Oui, tu as remarqué qu'il y avait des couleurs. On ne l'a pas dit à nos auditeurs, mais il y a des couleurs sur chaque carte. Et chaque couleur correspond en fait à un niveau de la spirale dynamique. D'accord. J'en ai parlé tout à l'heure de la spirale. Et donc, c'est un niveau d'éveil de la conscience. Et effectivement,
C'est une façon de se développer. Et derrière ces niveaux de conscience, moi, j'ai créé des profils monétaires en lien avec les cartes de personnalité et de motivation. Il y a donc 8 niveaux de conscience, 8 profils monétaires. Et généralement, nous en avons 3 ou 4 principaux. Bien sûr, la clé est la même que dans ton modèle intégratif. Elle consiste à se les approprier pour pouvoir les observer, les aimer, les accepter et décider en conscience de les utiliser. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais plutôt de comprendre derrière quel justement mécanisme il se cache un peu dans ta relation vis-à-vis de l'argent. Prête ? Prête pour l'exploration. Alors, au vu de ce que tu as tiré, tu avais une majorité de vert. Donc le vert, et tu as aussi du jaune, du bleu turquoise, qui est l'holistique, et du orange, du succès. Donc le premier qui apparaît comme étant ton profil, c'est le délégueur. Donc le délégueur, tu vois, c'est un buffle qui délègue sa propreté aux oiseaux qui sont sur son dos. Donc le délégueur, je vais te laisser commenter. Je peux te donner moi un petit peu l'explication, mais comment il te parle. Ensuite, puisque tu es toujours avec ce vert, cet orange, et il y avait le bleu turquoise et le bleu foncé de l'ordre. Le deuxième, c'est l'imposteur, qui se cache un peu, qui ne se pense pas digne de sa relation à l'argent. Ensuite, nous avions aussi du orange derrière le vert. L'important, c'était le orange. Et il y avait du bleu et du jaune, le jaune systémique. Donc là, on a l'accumulateur et le travailleur qui sont en complément un peu moins fortement, les deux qui te caractérisent plus en pourcentage, je dirais, par rapport à la présence des couleurs, c'est le délégueur et l'imposteur, mais il y a l'accumulateur et le travailleur qui sont là. Le travailleur est souvent un héritier de la loyauté familiale et l'accumulateur est souvent quelqu'un finalement qui est assez en insécurité. Et c'est parce qu'il a peur de l'insécurité qu'il met un peu d'argent de côté. Donc, je te laisse maintenant t'approprier ces profils et nous dire si tu te reconnais dans certaines dans certains comportements par rapport à ta vie en général, mais à nous aussi, bien sûr. Mais... Ok. Troublant. Alors, le délégueur, donc cette carte du buffle, c'est très intéressant en tant que source d'un projet d'avoir la vision à long terme de comment ça peut advenir et en même temps de se laisser réaxer et se laisser réajuster petit à petit progressivement par tous les gens qui constituent et qui sont dans ce champ. Je remercie de tout mon cœur tous les référents régionaux et toutes les personnes qui me font des feedbacks pour proposer justement davantage d'aider, davantage de délégués et qui me demandent de leur donner certains rôles parce que là vraiment il y a cette confiance qui est là. Et c'est vrai qu'à certains moments, je leur demande d'avoir de la patience parce que j'ai cette vision de ce qui doit être fait dans quel ordre. Et parfois, j'ai envie de davantage structurer, davantage faciliter les choses avant de les déléguer. Mais j'adore déléguer quand je sens que la chose sera bien mieux faite par quelqu'un d'autre que moi, une fois que c'est dans un ordre qui peut assurer la pérennité et l'écologie de tout le système. Donc ça se relie très fort à ta façon de fonctionner, y compris avec l'argent. Oui. Pour déléguer aussi, dans la relation à l'argent, je demande régulièrement à ceux qui le maîtrisent bien et qui le gèrent bien des conseils pour en apprendre au quotidien. Donc, déléguer et demander aux ressources des idées, des avis
Ouais. Alors, le petit côté ombre, hein, la première fois, on a parlé de l'ombre et de la lumière. Ouais. Le petit côté ombre du délégueur, c'est souvent un manque de confiance. Il délègue vis-à-vis de l'argent parce qu'il pense que les autres savent mieux que lui. Donc, ce n'est pas un manque de confiance complète, mais se mettre au deuxième niveau par rapport à ce que l'on a l'impression que les autres sont plus capables que nous de gérer en fait cette relation. Pour le moment, j'aime apprendre justement à avoir davantage d'outils pour comprendre comment gérer au mieux l'argent et en faire aussi un jeu, mais en connaissant mieux les règles. Donc voilà. C'est vrai que tu as dit la dernière fois que tu es devenue finalement une entrepreneur, une chef d'entreprise d'une ASBL en étant médecin. Et que les études de médecine soignent effectivement, sont en tout cas censées t'apprendre à soigner les autres, mais pas ton portefeuille. Il n'y a pas effectivement, enfin ton portefeuille, plutôt comment développer un business évidemment autour du soin. Donc c'est sûr que tu as raison, si on remet cette perspective, il y a un chemin d'apprentissage là-dedans. Et tu as tout à fait raison de passer par la délégation. Voilà. Très logique. Le travailleur, ça me parle aussi énormément. Je pense que pour construire une entreprise comme ça, on ne le fait pas sans s'y être investi de tout son cœur. C'est le petit castor, ça. Le petit castor. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à en dire de plus, à part que j'aime profondément œuvrer dans Miasano et construire ce modèle. Et c'en est parfois une passion. Et parfois, on a tendance à me dire que j'en fais trop. Alors, c'est là le syndrome du travailleur. Je parlais tout à l'heure de la loyauté. Il est souvent, en fait, le travailleur dans une relation à l'argent qui vient d'un héritage familial parce qu'il a vu ses parents impliqués, engagés, travailler. Et donc, il ne s'autorise pas à pouvoir gagner de l'argent sans labeur, si je puis dire. Ça ne serait pas loyal, ce serait même déloyal de pouvoir s'enrichir quelque part, même si c'est pour le réinjecter et faire du bien avec, mais sans suer à grosses gouttes, sans vraiment être dans ce labeur. Écoute Valérie, ça me parle tout à fait, et c'est tout le travail en thérapie que je suis en train de faire pour déconstruire cette croyance-là aussi et couper ces liens de loyauté par rapport à se créer peu de temps de loisirs et de paix au profit du travail. Tout à fait. La gestion du temps, c'est la clé. Ah écoute, ce n'est pas moi là, c'est ton tirage. Et ton tirage, eh bien voilà, c'est une énergie aussi qui correspond certainement à un besoin d'aujourd'hui et de maintenant. On n'est pas en train de... Enfin, même si ce sont des besoins ou des profils qui se sont ancrés évidemment au fil de l'eau, mais c'est tout notre enjeu d'abord de les comprendre, de les voir, comme je disais tout à l'heure, de les faire s'harmoniser entre eux, puisqu'il n'y a pas du tout à rejeter le travailleur, mais à lui parler gentiment pour qu'il s'assoie de temps en temps, qu'il fasse une pause, parce qu'effectivement... la gestion du temps aujourd'hui, c'est la richesse, et on en a parlé aussi la dernière fois, de l'équilibre de vie, de l'intimité que tu avais dans ton premier tirage, ou dans le second, je ne sais plus. En tout cas, c'est effectivement un sujet de trouver sa relation à soi, son équilibre, de travailler bien sûr, il ne s'agit pas d'arrêter, mais là, en termes financiers, ça veut dire d'arriver à décorréler le temps qu'on passe au travail avec finalement la valeur que l'on en reçoit et donc la valeur que l'on a et qui peut briller autrement. Et quand on est dans une passion comme ça, c'est difficile de se rendre compte qu'on travaille. En plus, mais alors comme dans toutes les passions, toutes les passions sont justement nos premiers, j'allais dire ennemis, c'est pas le bon terme, mais en tout cas des faux amis. Ce sont peut-être pas des ennemis, ce sont des faux amis, parce que on ne se rend pas compte que l'on y met un peu trop de cœur et de temps
parce que justement, on est passionné. Et là, on touche, et ça, toi, tu connais ça bien mieux que moi, le système nerveux aussi, la régulation, enfin, se retrouver dans son intimité, justement, et se reconnecter pour respirer, se poser, et puis regarder un peu autour et se dire, bon, c'est une passion, mais il y a quand même le monde autour de moi. Tout à fait. Et je pense que si on est en pleine présence et dans cette énergie aussi d'être posé dans tout ce à quoi on est, dans tout ce qu'on fait, on peut finalement passionner et pas travailler. Oui, ouais, bien sûr. Et puis passionner les autres, puisque ce que tu fais aussi, c'est une source d'inspiration, bien sûr. Alors l'accumulateur, pas du tout. Vraiment, j'apprends petit à petit à conserver des biens matériels et à conserver un peu d'argent pour des projets plus grands. Mais j'avoue que j'ai tendance à réinvestir assez rapidement tout ce qui a été généré pour d'autres projets. Donc c'est très vertueux. Voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières et puis les grandes rivières font les océans. Et il n'y a pas beaucoup de mares et d'étangs dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de mer intérieure. Alors il y a peut-être une invitation là, à réfléchir à cette réinstallation, puisque l'accumulateur, moi je disais tout à l'heure, hein, il a une petite, ce sentiment d'insécurité et qui a ce côté finalement positif aussi, de lui permettre de commencer à mettre de côté. C'est amusant parce que on en parlait tout à l'heure dans une autre interview, là, et j'étais avec Julien Perron, qui a appris lui aussi, puisqu'il est parti vraiment dans la vie de façon hyper modeste. Sa maman faisait des ménages, voilà, il vivait à plusieurs avec ses frères et sœurs dans peu de mètres carrés. Il a lancé sa première boîte de com dans 18 mètres carrés, dans un tout petit appartement. Et l'argent a toujours été quelque chose de presque d'inexistant, et il est même tombé dans la précarité pendant un moment. Et donc ce n'est pas du tout quelque chose qui l'effraie. Et maintenant que tout ce qu'il fait commence à vraiment prendre de l'ampleur et qu'il gagne de l'argent, eh bien, il a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? On a un peu le même parcours et c'est vrai que c'est seulement cette année, voire les 2 dernières années, où j'apprends à me dire comment est-ce que je peux me créer du confort à partir de cet argent. Exactement. Et ça, c'est vrai que quand en tant qu'enfant, on a été habitué à... finalement, dans une posture de survie, le confort, c'est toute une grande thématique très abstraite. Hein. Ouais, bien sûr. Et donc, accumuler, ça s'apprend. Mais à nouveau, j'ai envie de dire, si on a des objectifs bien précis et qu'on ose se rêver pour soi de beaux projets et de beaux rêves, c'est plus facile d'accumuler que quand on est systématiquement tourné vers les autres. Oui. Voilà. C'est sûr, c'est se donner... le droit aussi du confort. On n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on a des superbes valeurs que l'on se doit de vivre dans l'inconfort, dans le pot de miel que tu avais, tu te souviens ? Et c'est vrai qu'après mes 4 ans de hamac, de yourte et de petites cabanes dans la forêt, j'ai été vivre dans une salle de bain. Alors voilà, ça fera beaucoup rire les auditeurs certainement. Dans un des centres de santé dans lequel je travaillais et que j'avais envie de soutenir dans ce processus de lancement, j'ai simplement demandé à avoir une pièce avec une clé qui ferme la porte. Et ça, c'était déjà toute une révolution pour moi d'avoir un endroit, rien qu'à moi, pour créer un univers. Et ça, quand on a peu de racines, ça change tout. Voilà. Et puis on évolue, et puis maintenant j'ai un chez moi et petit à petit... une salle de bain. Et une salle de bain. Et c'était mignon parce que je vais chaque fois replier le lit clic-clac pour pouvoir accéder à la douche. Mais un endroit à soi pour se recréer son univers et son monde, c'est capital. Et beaucoup de gens que j'accompagne n'ont pas ça dans leur quotidien, cet endroit pour s'isoler, pour se retrouver, se reconnecter à soi, se couper des sollicitations extérieures.
Et ça, je crois que c'est une des vraies premières bases du confort, c'est d'avoir un endroit à soi. Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi, de sécurité déjà. Ouais. Avant le confort, je pense qu'on parle de sécurité. Et ensuite, effectivement, un minimum de confort. Mais ça prend. Et tout le monde n'a pas ça. Et tout le monde n'a pas ça. Quand on est parent, en plus, quand j'accompagne des parents, c'est très compliqué pour eux de pouvoir s'isoler aussi dans des bulles. Oui, je rebondirais un peu sur ce que tu dis par rapport à... parce que on le sent, tu es vraiment dans l'humanitaire, le don de soi vis-à-vis des autres. Enfin, tu as parlé la première fois de souffrance, et c'est pour ça que tu avais lancé Miyasano. Donc tu t'assimiles aux personnes que tu accompagnes. Et en même temps, si tu veux, toi, justement, développer un système qui soit de plus en plus fort, de plus en plus grand, qui sauve ou qui accompagne en tout cas de plus en plus de gens, il est important que tes bases à toi soient solides, et tu n'es pas obligé d'être dans les conditions des personnes évidemment que tu accompagnes. Alors, tout à fait, il faut toujours avoir un pas d'avance. Voilà, je sais que tu le sais et que tu le comprends, et en même temps, je sens que c'est important de le reposer, parce qu'effectivement, il y a une espèce de trahison qu'on peut ressentir vis-à-vis d'autres personnes. Or, c'est un juste retour de la vie et de tout ce que tu as fait pour les autres. Et pour pouvoir continuer à le faire, il est vraiment hyper important que toi, tu sois en sécurité, que tu sois bien, que tu sois dans un confort, et même un peu plus que ce que tu as pu vivre. Ça prend. Ça prend. Bon, et puis la dernière carte, ça m'embête, imposteur. Ah Raconte-moi. Ah ben, l'imposteur, comme son nom l'indique, qu'on parle d'argent ou pas d'argent, il se cache un peu derrière sa valeur, en fait. Il ne la voit pas, il ne la reconnaît pas tout à fait. Et toute notre discussion, je dirais... Moi, ça ne m'étonne pas tellement de voir cette carte surgir, parce qu'il y a effectivement derrière cet imposteur beaucoup de modestie. On a vu dans ton premier tirage, la modestie, et donc une place qui n'est pas encore occupée en tant que telle, alors qui s'explique aussi, on vient de le redire à propos du délégueur, par le fait que c'est un apprentissage vis-à-vis de l'argent. Déjà, tu t'es formé, tu connais les principes sources, tu connais les champs, tu avances, donc c'est normal aussi que ce serait même totalement presque inacceptable que tu ne le sois pas, par rapport à ton passé et par rapport à tout ce que tu as fait dans l'humanitaire, en fait, dans l'humanité même. Donc c'est pas gênant, simplement c'est de le voir et de te dire qu'il y a une valeur qui grandit, et qui peut t'amener encore plus loin que là où tu es aujourd'hui. Oui, c'est difficile d'être mis en avant comme ça quand on sait que c'est tout un collectif qui est derrière aussi. D'ailleurs, voilà l'imposteur. D'ailleurs, j'aurais voulu venir avec plusieurs personnes de l'association ici pour discuter de tout ça. Oui, et moi j'ai dit non. J'ai dit non, je valorise une personne parce qu'elle est la source, et tu vois un petit peu la contradiction finalement qu'il y a, puisque tu reconnais parfaitement être la source et accueillir les autres qui viennent justement contribuer à faire étendre le champ. Donc, mais en même temps, t'as pas envie de prendre cette responsabilité. Oui, tu la prends. C'est d'être mise dans la lumière, en fait, qui te gêne. C'est plus ça, non ? Ça me gêne, oui et non. J'aurais surtout envie que les autres en profitent aussi autant. Mais au travers de toi, ils en profitent. Tu es leur source d'inspiration, certainement, à toutes ces personnes qui sont là autour de toi. En tout cas, ils ne seraient pas là si tu n'avais pas, toi, lancé ce modèle. Et tu es, on en parlait aussi une autre fois, tu es dans ce leadership collectif, ce leadership from behind dont parle Nicolas Brook avec le synergiste, et dans une impermanence, dans un modèle qui est en construction, mais c'est quand même toi qui as les clés de l'édifice qui se construit.
Mais tu ne pourrais pas le faire seul. Non. C'est évident. Mhm. Et on n'a jamais dit ça. Et tu as aussi parlé, on a parlé ensemble de systémique, du fait, on a eu l'opportuniste aussi dans les cartes, donc le fait d'être responsable du système. Mais évidemment, un système, c'est une communauté. Donc ça se co-construit, mais il y a quelqu'un là qui joue un rôle important, et c'est toi. Oui. Tu veux bien quand même. Oui. Bon. Eh bien, écoute, Élodie, nous arrivons à la fin de cette dernière partie et donc à la fin de cette série. Je vais déjà te remercier de m'avoir accordé cet entretien et puis d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'oracle du bonheur rentable. J'espère que tu as passé un beau moment et que cette expérience contribuera au développement de Miasano et au succès de tes livres, de tes livrets, dont on a longuement parlé. Pour ceux qui souhaitent aussi contribuer à cette belle aventure, vous trouverez le lien dans le descriptif. Mais Miasano, c'est très facile à trouver. Ça s'écrit comme ça se prononce. Il y a une page pour pouvoir aider sous forme de dons. Si vous avez envie d'être ambassadeur, vous venez de l'entendre, n'hésitez pas. Il y a toutes les raisons de contacter Élodie et Miasano. Chère Élodie, est-ce que tu as un message, un dernier élément à transmettre avant de conclure ? Eh bien, je te remercie Valérie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger avec toi déjà, de découvrir ce jeu du bonheur rentable. Je trouve ça merveilleux et je me sens bien là, à la bonne place au bon moment, et je te remercie pour tout ça et de pouvoir mettre en lumière ce qui se fait déjà de bien ici et de mettre en lumière tout ce qui est. Donc merci Valérie. Merci à toi Élodie. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et à bientôt, Élodie, et à bientôt tout le monde. À bientôt, merci. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à le diffuser auprès de votre communauté. Et pour ne rater aucun épisode d'Happy Podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Pour en savoir plus sur le bonheur rentable, rendez-vous sur Linktree Valérie Delande ou sur mon site érigé.com ou bien encore ma page LinkedIn à mon nom Valérie Delande. Et si vous faites partie de ceux et celles qui agissent pour transformer la société, rejoignez-nous dans la communauté de la constellation des fêlés.